Bonjour à tous, j'espère que le DFS se passe bien. Merci de m'avoir introduit. Je vais vous parler d'un sujet très simple et pas du tout putaclic, l'informatique quantique. Et j'espère que vous êtes prêts. Ah, déjà. Bon, tant pis. Touc. Voilà. Donc du coup, j'imagine beaucoup d'entre vous comme ça, à me dire oui, t'exagères, un sujet aussi complexe comme ça en fin de DFest, tout le monde a envie de dormir, il va nous sortir des équations très compliquées, ça va pas être possible, et en plus il commence sa présentation par un mème, donc c'est très compliqué. Moi j'ai juste envie de vous dire, don't panique, je vais rester très simple, je vais rester à un niveau très élevé, juste pour pas vous perdre, et en plus, même moi aussi pour pas me perdre. Et en plus, j'ai un deuxième mème, donc ça peut être une bonne présentation. Je ne sais pas si vous avez vu du coup cette image. C'est une image qui est sortie en début d'année. Donc c'est System One, présenté par IBM, le premier ordinateur quantique commercial, donc annoncé par IBM. La réalité, c'est que c'est quand même un prototype, hein, il ne faut pas déconner non plus. C'est IBM. Donc là, vous avez un peu de mal à le voir, mais c'est un cube de 3 mètres par 3 mètres, donc j'ai pas pu en ramener un. Et donc il a des destinations de faire avancer la science sur toute l'informatique quantique, et il a actuellement 20 qubits. Je vais vous expliquer ce que c'est un qubit après. Pour la petite anecdote, le verre qui produit la vitre que vous pouvez voir, c'est le même verre qui protège la Joconde. Donc un verre très résistant et qui isole très bien le système. Avant de commencer, je vais poser les bases. Ordinateur est différent de calculateur. Alors, j'ai parlé d'ordinateur comme IBM. En vrai, c'est plus un calculateur, parce qu'il est juste optimisé pour faire des calculs. Il ne fait pas comme votre ordinateur, il ne va pas ouvrir des fenêtres, un explorateur de fichiers, ce genre de choses. Il va juste vous calculer l'algorithme que vous allez déployer dessus. Et ça vient d'une ambiguïté de traduction. Donc on fait bien la différence, ordinateur différent de calculateur, et actuellement tous les systèmes quantiques sont des calculateurs et pas des ordinateurs, même s'ils vous vendent le contraire. Mais avant de commencer de quantique, on va reprendre l'informatique classique, qu'est-ce qu'elle fait. Un ordinateur classique, il va traiter l'information. De la vidéo, de la musique, du test, il va faire le stockage, il va vous permettre d'éditer plein de choses, de discuter, d'aller sur Internet, ce genre de choses. Et au plus bas niveau, il va réfléchir en binaire, donc une suite de 0 et de 1. Le processeur, quand il va faire un calcul, ça sera juste une suite de 0 et de 1 où il va appliquer des portes logiques dessus. Donc pour faire des changements de 0 en 1, de 1 en 0, ce genre de choses. Et par contre, l'ordinateur classique actuellement, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. On commence à voir ses limites, aussi bien en termes d'architecture physique sur les processeurs, ce genre de choses. Beaucoup de constructeurs commencent à dire que la limite de gravure commence à un peu être atteinte. La loi de Moore a été démontée plusieurs fois pour dire qu'on ne pourra pas indéfiniment doubler le total de transistors pour augmenter notre puissance. Et il n'est pas omniscient non plus, c'est qu'on commence à voir sur les problèmes physiques qui nous concernent actuellement des limites. Je peux vous donner un exemple très simple. Pour calculer le prochain alliage, les physiciens de matériaux vont mettre plus de 10 ans à résoudre les algorithmes de résolution. Donc c'est trop long. Et donc du coup, c'est ce qui va amener le développement de nouvelles solutions. À l'ordinateur classique, il y a des solutions de composants optiques. Donc au lieu d'utiliser des électrons, on va utiliser des photons qui sont plus rapides. Mais ça ne va pas marcher très bien. Et l'autre solution, c'est l'ordinateur quantique. Alors, d'abord, comment et pourquoi on en est arrivé là? Donc, le premier physicien que vous voyez ici, c'est... j'ai oublié son nom d'ailleurs. C'est Max Planck, voilà. Max Planck, c'est l'un des pères fondateurs de la physique quantique. Donc, il a mis plein de théorèmes en place. Ici, c'est Schrödinger. Vous avez sûrement entendu parler de lui pour son fameux chat. Moore, avec la loi de Moore. Donc, j'ai pas trouvé de meilleure photo. Hein. Et là, il est en train de pêcher. Bon, c'est comme ça.
Et pour finir, Feynman, et c'est lui qui a été le principal détracteur de la loi de Moore, en expliquant que du coup, on ne pourra pas continuer à minimiser nos circuits à cause tout simplement de la physique. Si on rapproche trop nos transistors, on va appliquer en fait un effet physique qui s'appelle l'effet tunnel. Et en gros, les électrons vont se téléporter d'un transistor à un autre. Ce qui en informatique est catastrophique pour pouvoir faire des calculs rigoureux ou pour que la machine fonctionne correctement. Donc maintenant, on va reparler un peu de Schrödinger et passer sur le premier principe physique quantique sur lequel est basé l'ordinateur. Donc on va parler du Schrödinger du chat. Donc le Schrödinger du chat, c'est une expérience, oui, je suis team chat. Hein. Donc un chat enfermé Schrödinger dans une boîte avec une fiole de poison qui peut se casser à tout moment. Et après à refermer la boîte. Et ensuite est parti du postulat, on ne peut pas définir du coup l'état de Schrödinger. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Donc cette expérience, en fait, elle illustre très bien le premier principe de physique quantique, le principe de superposition. En fait, dans le monde quantique, sur un objet très très petit, donc une particule, un photon, ce genre de choses, on ne peut pas mesurer précisément son état, l'état du système, et on est obligé du coup de faire une superposition d'états. On va dire par exemple que, comme pour Schrödinger, il est vivant ou mort, avec des probabilités qui sont mises à chaque état. Et donc là, on va passer sur la petite équation quand même, il ne faut pas déconner. Alors ce n'est pas la réelle, ici ce n'est pas la vraie équation de Schrödinger, je vais vous épargner ça, c'est beaucoup de chiffres, elle est très grande. C'est un formalisme qui a été implémenté, qui a été proposé par le physicien Dirac et qui permet de plus facilement manipuler et de plus facilement se représenter en fait du coup cette superposition quantique. Ici, le phi représente en fait l'état de mon système. Donc ça peut être une particule, Schrödinger, ce genre de choses. Et ensuite, on fait une somme d'états qui sont des mesures mesurables, donc on appelle observables. Donc ça peut être la position, la quantité de mouvement, donc qui est juste la masse fois la vitesse, ou le spin pour des particules. Donc le spin, c'est la notion de rotation sur un axe. Et ensuite, on va introduire du coup des coefficients. Et la règle, c'est que la somme des coefficients au carré ne peut pas dépasser 1. On ne peut pas avoir plus de chances de tomber en tout, de tomber sur des états, sinon on ne peut pas savoir quel état on est. Donc là, c'était la superposition quantique. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu cette photo récemment. Donc c'est une photo qui parle du deuxième principe physique que je vais aborder, quantique. C'est l'intrication quantique. Donc ceci, c'est une photo réalisée par une université aux États-Unis de 2 photons intriqués. Donc c'est une première mondiale, hein, c'est très récent, ça vient de sortir, c'était en août. Donc du coup, ça montre bien que l'intrication est quelque chose de réel et qu'on peut l'observer. L'intrication quantique, bon, là vous avez toute l'explication qui est ici. Donc c'est très simple. En fait, c'est 2 particules qui sont issues d'une. C'est une particule qui a été transformée en plusieurs, et en fait, elles sont reliées entre elles. C'est un peu magique encore pour le moment, le principe physique qui fait qu'elles sont reliées entre elles, il est un peu abstrait. Mais en fait, elles vont partager un état, exactement l'état inverse. Donc quand une sera dans l'état up, l'autre sera dans l'état down. Peu importe la distance qui les sépare, peu importe ce qui se passe sur l'une ou sur l'autre, les états sont forcément liés. Et c'est ce qui permet en fait de construire un ordinateur quantique et de créer ce qu'on appelle le qubit. Tout simplement, ils se sont pas du coup embêtés sur le nom. Donc c'est bit mais appliqué au quantique, donc qubit. En ordinateur classique, un bit du coup c'est 2 états, soit 0, soit 1, et du coup les coefficients devant c'est 1 ou 0 et ils ne peuvent pas prendre d'autres valeurs. Dans un ordinateur quantique, en fait alpha, bêta, ici, peut prendre n'importe quelle valeur jusqu'à ce qu'on lise le qubit. Une fois qu'on l'a lu, on fixe la valeur, c'est forcément soit 1, soit 0, mais pendant tout le phase de calcul, il peut varier. Il n'est pas forcément entier. Mais là, c'était que la superposition d'états. Maintenant, on va rajouter un peu d'intrication pour finir du coup le principe de l'ordinateur quantique. Dans un ordinateur classique, sans intrication, mais du coup oui, il n'y en a pas, en fait, les bits sont des systèmes indépendants
et n'ont aucune notion de la valeur des autres bits. Et donc, du coup, on est obligé de faire des calculs sur chaque bit pour pouvoir faire notre calcul final. Alors qu'en informatique, dans un système quantique, en fait, notre système, ici, la mémoire, en fait, dans notre calcul, on va représenter tous les états possibles ici de notre système et lui mettre un coefficient de probabilité en fait, sur lequel il va tomber. C'est ce qui fait que en fait, l'informatique quantique est aussi performant sur le papier, c'est qu'en fait, au lieu de faire pour calculer un état plusieurs calculs sur un seul bit et ensuite de regrouper tous ces calculs pour pouvoir arriver au calcul final, en fait, avec un seul système, en mettant plusieurs opérations logiques derrière, il n'y a aucun problème, en fait, on peut très bien arriver au même résultat. Voilà, donc là c'est un peu la représentation graphique du qubit. Donc vous vous rappelez la formule de tout à l'heure. En fait, ce sont tous les bras et les quêtes que vous avez pu voir sur la formule, donc avec les chevrons. Les états, en fait, derrière, ça cache quand même des opérateurs mathématiques, donc des exponentiels qui, au final, peuvent être représentés avec des sinus et des cosinus. Et donc c'est pour ça en fait qu'un qubit peut représenter comme une sphère. Donc au début on initialise à la valeur 0 notre qubit, notre système, et après en lui appliquant des portes quantiques qui sont exactement le même principe que les portes logiques, on verra ça tout à l'heure. Et ben en fait on va venir modifier son orientation. La pointe du vecteur va quand même rester sur la surface de la sphère, et à la fin on va venir lire, après avoir appliqué toutes les portes, on va venir mesurer, et ça va donner soit 0, soit 1. Les portes quantiques, justement, elles ont exactement les mêmes natures en fait, que la physique classique, sauf qu'elles sont beaucoup plus nombreuses et elles vont agir, au lieu d'agir sur un bit, elles vont agir sur un qubit, 2 qubits, 3 qubits. Je ne les connais pas toutes, je ne pourrais pas toutes vous les expliquer non plus, notamment là c'est 2 qubits. Donc on va agir sur un système de 2 qubits. Et là, c'est 3 qubits. Et là, franchement, regardez pas les équations mathématiques, c'est affreux. Mais tout ça, c'est bien, c'est abstrait et tout ça, mais on ne peut pas le manipuler encore de manière vraiment facile. On n'en a pas encore à disposition dans les magasins. Du coup, quelques entreprises, donc IBM notamment, ont commencé à mettre en place des plateformes, des outils qui permettent soit de simuler, soit d'utiliser des calculateurs quantiques. Donc là, j'en ai cité 3. IBM Quantum Experience, donc c'est une plateforme cloud dans laquelle on peut envoyer des calculs à un calculateur quantique. Quark et Quantum Playground, que je ne connais pas trop. Et là, donc, le dessin, c'est ce à quoi correspond un calcul sur la plateforme IBM. Donc en fait, on va appliquer des transformations et des portes successives, et ça va nous donner ce genre de résultat, en fait. On va pouvoir observer la variation du qubit du système pendant toute la durée de l'opération. Du coup, le quantique, vous êtes bien au courant de tout ça, ça vient de toutes les universités, les centres de recherche et tout ça. Et ils ont déjà commencé en grande partie à du coup, développer leur propre langage. La plupart sont des simulations, donc ce sont des langages qui fonctionnent sur un ordinateur classique pour simuler l'ordinateur quantique. Donc c'est pas encore de vrais langages pour pouvoir utiliser de vraies machines quantiques. Et ici, comme vous pouvez voir, de nombreuses startups, ici, sans beaucoup de moyens, qui développent leurs propres solutions quantiques. Voilà, donc je pense que les plus connus, c'est IBM, Google et peut-être Microsoft avec son Q-Sharp. D'autres un peu plus curieux, que je ne connaissais même pas, Atos. Bon, je ne savais pas que Atos s'intéressait aussi au quantique. Mais du coup, là, je vous ai fait une présentation très rapide et très succincte. J'espère que vous avez réussi à suivre. L'ordinateur quantique est supérieur à l'ordinateur classique. Google l'affirme. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Tout ce qui est sur Google est vrai normalement. Je mettrai une petite nuance quand même. L'ordinateur quantique supérieur à l'ordinateur classique, bah pas vraiment, parce qu'il n'y a pas encore de vrai ordinateur quantique, il n'y a que des calculateurs déjà. Donc votre ordinateur sera toujours supérieur dans votre traitement de la vie de tous les jours, le développeur, ce genre de choses. Par contre, en termes de calcul pur, de vitesse de calcul, oui, il n'y a pas photo largement. L'ordinateur quantique est au-dessus de l'ordinateur classique, et même avec les prototypes qu'on a actuellement.
Alors, est-ce que vous l'aurez à la FNAC dès demain, ou dans votre téléphone, ou chez vous, ce genre de choses? Malheureusement, non. Actuellement, on peut faire une image avec l'informatique classique. L'informatique quantique, c'est un peu dans les années 50. Les grosses machines, je parlais de System One tout à l'heure, 3 mètres par 3 mètres, c'est dans un hangar, c'est pas encore tout de suite. Donc les meilleurs pronostiqueurs disent 10 ans, 20 ans. Si on suit le déroulement de l'informatique classique, ce serait plus 40-50 ans. Et ensuite, est-ce qu'il faut en avoir peur? Un peu comme on peut avoir le même système, les mêmes principes sur l'IA. Est-ce que, du coup, demain, un ordinateur, le bloc que vous avez pu voir tout à l'heure, va ressembler à ça? Non. L'ordinateur quantique ou le calculateur quantique, c'est un support. Il ne faut pas en avoir peur, c'est comme votre ordinateur standard. Par contre, là où il faudra faire un peu plus attention, et là où on commence déjà à avoir nos premiers retours, les IA sur des ordinateurs classiques avancent beaucoup plus vite que nous. Du coup, elles peuvent réfléchir, elles réfléchissent plus vite que nous sur deux choses. Et avec un ordinateur quantique, ça sera encore plus rapide. Et donc, du coup, l'IA pourrait peut-être, on pourrait débloquer grâce à eux un nouveau palier d'IA. Mais il y a aussi un autre petit problème avec l'ordinateur quantique, c'est au niveau de la sécurité. Comme il réfléchit plus vite, il peut peut-être potentiellement résoudre des systèmes de sécurité beaucoup plus vite qu'un ordinateur standard. On va parler notamment du RSA. Actuellement, le RSA, c'est chiffré, donc c'est un système de chiffrement sur de très grands nombres entiers. Un ordinateur classique, ou même les data centers, les supercalculateurs, ce genre de choses, ont énormément de mal à casser les clés et mettent des mois, des années, voire des centaines d'années pour certains chiffrements RSA à casser, et du coup, c'est juste pas possible. Par contre, en mécanique quantique et en algorithme quantique, il y en a un autre qui s'appelle l'algorithme de Shor. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est les algorithmes du coup par rapport à la composition du nombre premier, par rapport à son nombre de chiffres. Vous voyez que c'est logarithmique en fait, enfin oui, c'est même exponentiel, ils le disent. On arrive à des nombres d'opérations de 10 puissance 30, donc un ordinateur classique, il est complètement largué. Par contre, avec un ordinateur classique, on voit que c'est, peu importe en fait, avec le nombre de chiffres qui composent notre clé RSA, au final, pour lui, ça ne va pas changer grand-chose. Donc c'est l'ordinateur quantique pourrait nous poser problème par la suite dans tout ce qui est sécurité. Par contre, il y a d'autres moyens avec la quantique aussi de résoudre ce problème-là de sécurité. J'ai rien pour illustrer, mais l'intrication est aussi un excellent moyen de résoudre ce problème d'ordinateur quantique qui pourrait nous casser. C'est qu'en fait, en éloignant les particules, il n'y a aucun support pour transporter l'information. Donc en fait, on pourrait très bien, et ça c'est déjà vu, ils ont déjà réussi, des équipes espagnoles sur les îles Canaries, à transporter de l'information entre les îles, donc plusieurs kilomètres actuellement. Et il n'y a aucun support. Donc s'il n'y a aucun support pour transformer l'information, on ne peut pas capter et il n'y a pas besoin de le chiffrer. Voilà, c'était une présentation très rapide du coup de l'informatique quantique. Ça mériterait un talk, des dizaines de talks de plusieurs heures. Merci d'avoir suivi ce talk et maintenant vous êtes tous experts en informatique quantique.